trouver l'appareil de ses rêves. C'est, je pense, la quête dans laquelle absolument tous les photographes vont se lancer un jour au fil de leur parcours photographique. Et si ce n'est pas tous les photographes, il s'agit là néanmoins d'une très grande majorité. Généralement, ce qui nous pousse à entreprendre cette recherche de l'appareil idéal, c'est au moment où, dans notre pratique, on vient à faire face à de nouvelles contraintes, à de nouvelles attentes, où on a l'impression de ne plus se satisfaire de son propre travail. Et dans ces moments-là, pour une grande majorité donc, ça passe par le fait de changer de matériel, changer d'appareil, en espérant trouver celui qui sera le bon, celui qui saura répondre à toutes nos exigences. Cette quête de l'appareil de ses rêves, elle est vraie en numérique, même si j'ai un peu de mal avec ça car j'ai plus l'impression qu'il s'agit là d'une course effrénée à qui aura le plus de mégapixels, mais elle est d'autant plus vraie en argentique au vu du nombre considérable qu'il existe d'appareils, d'optiques, de combinaisons possibles et inimaginables qu'il est possible de faire, et il y a vraiment de quoi en avoir mal au crâne. Mais trouver l'appareil de ses rêves, si tant est que vous y arrivez un jour, quand on n'a pas un budget illimité, c'est compliqué. Et ça peut prendre du temps. Beaucoup de temps. Faut déjà pouvoir mettre la main dessus, pouvoir l'essayer, essayer différentes combinaisons pour être sûr et certain que c'est bien celui-ci qui nous intéresse et pas un autre. Faut aussi savoir résister aux tentatives d'achat compulsif, qu'on appelle aussi Gear Acquisition Syndrome. Ça, je vous avoue, je l'ai piqué à Mathieu Stern. Et une fois qu'on pense l'avoir trouvé, ce Saint Graal, faut aussi se dire que là encore, notre pratique photographique est peut-être vouée à évoluer et passer du tout au tout, du jour au lendemain, et que suite aux nouvelles contraintes qu'on va être amené à rencontrer, cela va nous pousser à repartir à nouveau à la recherche d'un énième appareil de ses rêves, faisant alors de cette quête qu'une chimère, un rêve inatteignable. Wow. Pendant un moment, j'ai cru que je faisais une vidéo à la Léo Duff ou à la Simon Puech, je sais pas pour qui je me prends. Non, aujourd'hui on est cool, on est chill. Aujourd'hui, on va parler de mon dernier craquage, qui n'en est pas vraiment un, mais je sais que les gens aiment bien quand on utilise ce terme. On va parler de mon dernier achat, qui est entièrement étudié, entièrement réfléchi, entièrement budgétisé, de ce qui est à ce jour l'appareil de mes rêves. Vous faites un peu le rapport avec l'intro, ça connecte? Mais avant ça, avant de vous dévoiler de quel appareil il s'agit, faut quand même que je fasse un peu mon youtubeur, le référencement, le watch time, tout ça. On va faire un cours historique, le plus court possible j'espère, des appareils que j'ai eus, avec lesquels j'ai fait de la photo. Je ferai une petite parenthèse avec tous les appareils que j'ai pu acheter et que je me suis très vite débarrassé, parce que là pour le coup, c'était des craquages, c'était des appareils qui ne me convenaient mais pas du tout. Alors pour commencer, on va parler des boîtiers réflexes, des boîtiers SLR, en commençant par un Minolta XG2. C'est mon premier vrai boîtier avec lequel j'ai fait de la photo. Mon premier boîtier, c'était un Praktica que j'avais eu en Emmaüs, qui ne fonctionnait pas, dont je savais pas m'en servir, donc passons. Le XG2, c'était un bon boîtier pour commencer la photo. Je l'ai utilisé quelques mois avant de passer sur un Minolta X700, qui était un peu un level up du boîtier. Meilleur viseur, meilleur shutter, meilleure prise en main, meilleur matériau. Et comme j'avais commencé à avoir un parc optique Minolta, j'ai juste revendu le boîtier et j'ai conservé toutes les optiques que j'avais déjà. Mon X700, c'était un bon boîtier que j'ai gardé pas mal de temps. À côté de ça, j'avais acheté un Canon E28 qui était un boîtier un peu plus compact, un boîtier un peu plus passe-partout, que je regrette un peu d'avoir revendu parce que c'était un boîtier que j'avais eu pour 5 € en brocante, que j'avais entièrement retapé et qui fonctionnait très très bien, qui avait une qualité optique relativement satisfaisante. Donc ouais, un peu de regret de l'avoir revendu. Après ça, j'ai revendu mon Minolta pour passer sur un boîtier qui a été une révélation pour moi, mon Contax RTS2. C'est un boîtier que j'avais jamais vu ailleurs, dont personne ne parlait, et qui à l'époque ne coûtait pas plus cher qu'un AE1 Programme ou qu'un OM10 par exemple, alors que c'était très clairement un vrai petit bijou. Alors à la base, j'avais acheté un RTS premier du nom, et je me suis très vite rendu compte que le RTS2 était tout aussi performant, qu'il avait quelques petites innovations et améliorations techniques, et que il coûtait pas plus cher que ça. C'est pourquoi j'ai très vite revendu, peut-être 2-3 semaines après, le RTS premier du nom pour passer sur le RTS2. RTS2 que j'ai maintenant depuis plus d'un an, qui m'aura toujours servi, qui m'aura toujours suivi au quotidien. Peut-être un peu lourd, mais honnêtement, la qualité a toujours été au rendez-vous. Et en vrai, pour ce qui est des boîtiers SLR, c'est tout, j'en ai pas eu des milliers. Alors oui, j'ai compté le Canonnet dans les SLR,
alors qu'il n'en est pas un, mais c'est parce que dans la temporalité des choses, je l'ai eu à ce moment-là et que j'ai pas eu d'autres boîtiers dans le même style. Donc voilà, on le met de côté, mais vous avez compris. Pour ce qui est du 120, du moyen format, ceux qui me suivent depuis le début savent que j'ai eu un Fuji GW 690 Mark III, avec lequel d'ailleurs j'ai fait une vidéo avec Thomas App. Allez la voir si ce n'est toujours pas fait. Je suis ensuite passé sur un GW 645S pour finalement le revendre et arriver à aujourd'hui avec mon Pentax 645. Qui lui, comme le Contax, est beaucoup trop sous-coté, personne n'en parle et c'est un boîtier incroyable, que ce soit en termes d'optique, que ce soit en termes de prise en main. Moi je l'adore ce boîtier et personne n'en parle. Et très récemment, durant la braderie de Lille, j'ai craqué pour un Rolleicord 4 que j'aime beaucoup le format 6.6 et je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce sujet sur ma chaîne parce que je pense que ça vaut le coup d'en parler. Et pour finir, on va parler des point and shoot et là vraiment j'en ai chié. Vraiment, j'ai mis longtemps avant de trouver le compagnon idéal. J'ai eu un Minolta Hitmatix, j'ai eu un Konica Pop, j'ai eu un Olympus XA, j'ai eu un Mewzoom, j'ai eu un DL510 de chez Fujifilm, j'ai eu un Polaroid je sais plus trop quoi. Non vraiment j'en ai eu pas mal et j'en oublie beaucoup d'ailleurs. C'est généralement des appareils que j'ai très vite bazardés au bout de quelques mois parce que j'arrivais pas à trouver le feeling, j'arrivais pas à trouver celui qui correspondait à mes attentes. Tout ça pour finalement tomber sous le charme d'un Canon Prima Mini 2, qui est un appareil beaucoup trop sous-coté. Pourquoi personne ne parle de cet appareil? Il est compact, il est quali, il est pas cher, et personne n'en parle. Franchement, si vous cherchez un point and shoot intéressant pour moins de 100 €, mais penchez-vous sur cet appareil. À la base, j'avais acheté le Prima Mini 1 pour finalement me rendre compte que je préférais les fonctionnalités du 2, donc j'ai revendu le premier pour m'acheter le Canon Prima Mini 2. Et pour finir, j'ai aussi un Fuji DL300 que j'aime beaucoup, que je trouve très très beau, mais voilà, je cherche à m'en débarrasser, donc si jamais... Ah oui aussi, il y a Zatax qui m'a vendu très récemment un petit baroudeur, un Fuji HDR je crois, et ça c'est très cool, j'en avais pas, et en vrai ça dépanne. Et sinon, pour tout ce qui est des autres boîtiers que j'ai pu avoir, j'ai eu un Minolta 7S, j'ai eu un Konica 3, j'ai eu un Canon 110 ED, j'ai eu un Canon demi-EE que j'ai pas du tout aimé, enfin j'ai pas du tout aimé le demi-format. Et là pareil, je dois en oublier, mais une petite dizaine facile. Bon voilà, tout ça pour dire que des boîtiers j'en ai eu, j'en ai testé, que ça soit des SLR, des télémétriques, des compacts, des plus ou moins compacts. Et en fait, avec le temps, j'ai su me reconcentrer sur ma pratique plutôt que sur mon matériel, sur comment je faisais une photo plutôt qu'avec quoi je faisais une photo. Tout ça pour finalement en arriver à aujourd'hui. Ça fait plus de 5 ans que je fais de la photographie argentique, majoritairement de la street depuis ces dernières années, qui avec le temps a de plus en plus de mal à en faire avec mon Contax, qui est un réflexe donc, qui en a marre d'en faire au point and shoot parce que je peux pas gérer mon focus ni mes réglages comme je le voudrais, qui s'est déjà retrouvé avec la moitié d'un négatif complètement flou, parce que lol c'est marrant, et ça m'intéresse pas d'acheter un compact hors de prix comme les T4 de chez Yashica, les T2 de Contax ou les 35 Ti de chez Nikon. Pourquoi pas même le Fuji Class, soyons fous. Ça fait pas mal de temps, quasi une demi-année maintenant, que je lorgne sur un appareil en particulier. C'est la première fois que ça m'arrive, il n'y a jamais un appareil qui m'a matrixé autant. Un appareil qui n'est pas forcément donné, d'où le fait qu'on peut pas se permettre de craquer aussi facilement qu'avec un appareil à 100 balles. Cette idée d'acheter cet appareil, elle a été renforcée cet été durant ma session street au Touquet Paris Plage avec le Leica Store de Lille. Vous l'aurez sûrement compris dès à présent, j'ai acheté l'appareil qui, à ce jour, est je pense l'appareil de mes rêves. J'ai acheté Vous avez vraiment cru que j'avais acheté un Leica? T'es fou, j'ai vraiment une tête à acheter un Leica? Et non, j'ai craqué pour un BCR2 de chez Voigtlander, qui est en réalité un Leica-like un peu moins cher. Il y a plein de raisons qui m'ont poussé à faire cet achat, comme par exemple le fait que, comme un Leica, il est compact, silencieux, robuste, bien fini, que c'est un télémétrique, et ça c'était vraiment un critère primordial dans ce que je recherchais pour ma street. Il est en monture M, donc monture Leica, ce qui fait que j'ai la possibilité avec le temps de partir sur de très très bonnes optiques, parce qu'on le rappelle, c'est votre objectif qui fera la qualité optique de votre photo, et non l'appareil. Le boîtier, lui, sert seulement pour votre confort, pour l'ergonomie, pour l'expérience utilisateur.
Contrairement au M6 qui lui peut monter à 1 millième, le BCR2 lui est capable de monter à 1 demi-millième. Et je vous jure que dans des conditions de très haute lumière, avoir un stop de plus de shutter, ça fait jamais de mal. Son prix, bah ouais, parce que je roule pas sur l'or, parce que je vis pas de ma photographie, donc je peux pas me permettre de parler de rentabilité, d'investissement à long terme. Non. Surtout que j'ai eu la chance de l'avoir à un prix relativement raisonnable. Alors des gens pourraient me dire pourquoi t'as pas économisé encore quelques années pour finalement partir sur un M6 ? Bah je vous avouerai que pendant ma session street au Touquet avec le Leica Store, j'ai pas eu le feeling que j'attendais avec un M6. Alors oui, je sais, c'est pas rien, c'est un beau boîtier, très bien fini, il y a une vraie philosophie de la photographie derrière, mais ouais, en termes de feeling, ben c'était pas ça. Alors que pour le Voigtlander, j'avais déjà eu l'occasion d'en tester un durant une brocante à Lille, et je vous avouerai que ça a été le coup de cœur direct. Et l'avoir eu en main ce jour-là, ça a vraiment sonné comme une évidence qu'il fallait que j'ai ce boîtier un jour. Alors oui, je vous ai pas dit, mais en termes d'optique avec ça, j'ai pu dégoter un Colorscopar 35 mm de chez Voigtlander. L'optique est folle, elle est minuscule, elle est compacte, et elle est de qualité, j'ai jamais vu ça. Je pourrais vous en parler des heures de ce boîtier tant il m'a fait rêver et qu'une fois en main, il a su répondre exactement à toutes mes attentes. J'espère pouvoir vous en reparler très bientôt de ce boîtier sur la chaîne, en condition que ce soit en balade photo, en sortie, en projet, autour d'un podcast, on verra. Je vous laisse avec encore quelques photos que j'ai pu faire avec. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos qui parlent de photos. Ciao.